Donc, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, oui, moi j'interviens aujourd'hui au titre des travaux que je réalisais et que je réalise encore. Donc, j'ai effectivement publié récemment un livre sur l'introduction des médicaments génériques en France depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai évidemment croisé la question du bon usage du médicament parce que c'était une des questions qui a beaucoup été, qui continue d'agiter beaucoup les acteurs de la chaîne du médicament. Et puis aujourd'hui, je mène une recherche avec une collègue qui s'appelle Delphine Moreau sur le développement de la pharmacie clinique en hôpital psychiatrique. Et donc, je retrouve là aussi des enjeux extrêmement importants autour de l'usage des médicaments et de leur prescription. Alors c'est un exercice un peu compliqué qui nous est demandé, puisqu'en fait on doit présenter des sujets que vous connaissez très bien aussi, et donc l'apport du sociologue sur cette question-là peut-être juste de déplacer un peu le regard, voire de poser les questions qui fâchent. Je ne sais pas si j'en ai beaucoup, mais et vous me direz si elles vous fâchent. Mais pour commencer, peut-être, en fait, les sociologues, on a été souvent sollicités, soit par les médecins qui voulaient comprendre pourquoi les patients ne suivaient pas les traitements qu'ils leur recommandaient, par les pouvoirs publics pour comprendre pourquoi les médecins ne suivaient pas les recommandations que les pouvoirs publics leur donnaient, et parfois par les sociologues eux-mêmes qui ne comprenaient pas pourquoi les pouvoirs publics n'écoutaient pas les conseils que leur donnaient les sociologues. Donc on est souvent, voilà, on est l'inobservant de l'autre, c'est un peu le problème classique. Et donc je vais faire lien avec les présentations précédentes, en fait, en revenant sur deux questions. Alors moi je ne vais pas partir des définitions légales ou scientifiques, mais plutôt des définitions profanes autour de deux questions. Donc d'abord, à quoi servent les médicaments ? Parce que dire qu'il y a un bon usage, ça suppose qu'il y aurait donc des critères pour définir le bon usage. Et donc, quels critères servent à définir le bon usage ? Et surtout, qui définit le bon usage ? Et puis, comment est-ce que les sociologues expliquent, alors c'est pas les seuls à s'y intéresser, hein, mais comment ils expliquent les écarts qu'on peut trouver entre les usages recommandés et les usages réels des médicaments ? Et le deuxième point, c'est à qui servent les médicaments, et ça, le collectif le souligne très bien. C'est-à-dire qu'au départ, on se pose la question de pourquoi les patients ne prennent pas le traitement comme on leur dit de le prendre. Puis après, on s'intéresse en fait à pourquoi les médecins ne le prescrivent pas. Et puis en fait, on se rend vite compte que la question du bon usage du médicament, comme ça a été dit par la ministre, c'est en fait une question très très globale qui engage alors toute la chaîne du médicament. Moi, j'aurais envie de dire toute l'organisation du système de santé. Et donc, ça me permettra en conclusion de revenir sur un point qui est en quoi mon approche de ces questions-là n'est pas du tout culturaliste, c'est-à-dire je ne crois pas qu'il y ait une culture française en soi qui distingue. Je pense que c'est plutôt des enjeux d'organisation qui certes se sont ossifiés et consolidés dans des représentations, mais que pour moi ce qui est premier, c'est l'organisation avant les représentations. Donc je ne vais pas trop parler des représentations aujourd'hui, même s'il y a de très intéressants travaux là-dessus. Donc je vais repartir des constats, je ne vais pas les redéfinir parce que ça a été très bien fait avant moi. Simplement pour dire, d'abord pour s'intéresser aux patients, que voilà, le point de départ, c'est cette importante iatrogénie médicamenteuse, avec les effets indésirables, et la notion même d'indésirable, c'est un peu comme la question du bon usage. C'est indésirable pour qui ? Pour qui l'effet est-il indésirable ? Alors, il y a des effets, on peut imaginer, qui sont indésirables pour tout le monde. Hein. Quand ça conduit à votre mort, on peut imaginer que personne ne la désire. Mais parfois, ce que certains vont définir comme un effet indésirable ne l'est pas pour d'autres. Et justement, ce qui est important pour comprendre ces enjeux-là, c'est d'abord de saisir que l'usage du médicament, c'est d'abord un enjeu de coordination. Donc, quand on va parler d'erreur de prise du traitement, c'est souvent parce que pour la personne, il s'agit d'inscrire la prise du médicament dans un espace-temps qui est à la fois physique. Donc c'est un moment de la journée, c'est un endroit où on va déposer le médicament, où on va aller le chercher, mais c'est aussi souvent un espace-temps social. Est-ce qu'on peut prendre son médicament quand on est à table, comme nous le conseille le médecin, alors qu'à table, il y a la belle-sœur qui n'est pas au courant qu'on prend un traitement neuroleptique, ou je ne sais pas, les enfants qui disent « Ah, c'est quoi ces bonbons ?» et donc, en fait, cette question de l'espace-temps, il faut bien intégrer d'entrée que c'est aussi un espace-temps social. Et par exemple, on y reviendra, mais sur les effets indésirables, quand vous avez, par exemple, de la somnolence, on vous dit de prendre le repas, le médicament le soir avant de vous coucher. Bah oui, mais si vous avez une soirée, vous ne voulez pas le prendre. Donc ça, c'est des choses qui sont très connues des professionnels, donc je ne vais pas développer.
Et puis, l'autre enjeu de la coordination, c'est qu'on se coordonne avec soi-même. Pour penser à bien prendre son traitement régulièrement, on va se dire, je vais le mettre à un endroit où je sais que quand je le verrai, je penserai à le prendre. Mais c'est aussi souvent une coordination avec les proches, puisque beaucoup de gens ne prennent pas leurs médicaments tout seuls. Il y a soit des aidants, soit la famille, soit des professionnels qui vont les aider à les prendre. Et donc, ça suppose aussi que si c'est votre femme qui gère votre pilulier, qu'elle pense à vous dire de le prendre. Et donc, on a tous ces scènes de famille en tête. Et voilà, l'erreur, elle peut naître aussi de problèmes de coordination dans le cercle de la personne. Et puis, l'usage du médicament, moi, c'est surtout là-dessus que j'insiste, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. En fait, c'est un enjeu de négociation. Et souvent, le problème, quand on nous dit, quand les médecins nous demandent, mais pourquoi le patient ne suit pas mon traitement, c'est qu'il reste enfermé dans l'idée qu'il y a la relation médecin-malade et que le médicament se joue, l'usage du médicament se joue uniquement dans ce face-à-face. Mais en fait, quand on passe des patients hospitalisés, allongés sur leur lit, comateux, aux patients qui déambulent et qui, en fait, sortent du cabinet médical, et quand ils sortent du cabinet médical, ils vont voir leurs amis, leurs collègues de travail, on se rend compte que la négociation du traitement, elle ne se fait pas qu'avec le médecin, elle se fait avec beaucoup d'autres acteurs sociaux, et que ces acteurs sociaux, ils n'ont pas les mêmes normes ou les mêmes intérêts que les médecins. Et donc, cette négociation, elle vise à articuler les effets des médicaments sur le corps. Et donc là, ce qu'on me racontait en hôpital psychiatrique encore il n'y a pas longtemps, que vous savez par cœur, c'est que pour un jeune adolescent ou un jeune homme, les effets sur la libido, les effets des neuroleptiques ou des psychotropes sur la libido, c'est l'effet indésirable, il est là. En fait, le problème du médicament, il est là. Et donc, on préfère prendre des risques avec sa santé et avoir de la libido plutôt que l'inverse. Et donc, ça joue aussi sur l'image de soi. Parce que quand la pilule contraceptive donne de l'acné ou quand un médicament psychotrope fait grossir, notamment aussi là aussi à l'adolescence, vous pouvez avoir une image de vous dégradée et donc vous négociez aussi ça. C'est ce que pour guérir ou pour me soigner, je suis prêt à avoir une image dégradée de ma personne. Et donc il y a des personnes, c'est souvent un truc très connu sur le tabagisme, qui s'en fichent que le tabac tue si le tabac ne donne pas une mauvaise peau. Une peau qui est abîmée. Donc qu'à l'intérieur ce soit tout brûlé, c'est pas grave si à l'extérieur ça se voit pas. Et puis le dernier point, c'est l'intégration sociale. C'est est-ce que si le traitement m'empêche de travailler, si le traitement m'empêche de voir mes amis, est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas que... Voilà. Et donc tout ça pour dire que le bon usage individuel, c'est une affaire de priorité et que quand on dit le bon usage, on croit que le patient va fondamentalement adhérer à notre vision de ce que c'est que le bon usage, mais le bon usage, il est défini aussi par des normes sociales qui ne sont pas toutes médicales. Et la santé, ce n'est pas le seul objectif que les gens poursuivent dans leur vie. Et on en a plein d'exemples. Le dopage dans le sport, les gens, il ne faut pas croire que les sportifs ne sont pas informés du fait que le dopage va les tuer. C'est juste qu'à un moment donné, ils préfèrent avoir une médaille à court terme que de vivre plus longtemps à long terme. Bon, j'ai fait un peu vite, je suis désolé, mais le temps est compté. Le deuxième point, c'est qu'on peut à peu près faire la même chose avec les médecins. C'est-à-dire qu'on a des usages médicaux des médecins, des médicaments, donc la prescription, qui diffèrent des recommandations. Donc je vous ai mis un chiffre qui est ancien, mais qui à mon avis est toujours d'actualité, qui est en gros qu'il n'y a que 54% de conformité entre les pratiques médicales mesurées et les recommandations de bonne pratique. Et donc il y a des sociologues qui se sont intéressés aux raisons qui expliquent ça. Et Madame la ministre en a évoqué une, c'est que souvent les guidelines sont peu appropriables dans la pratique. Parfois elles ont des conclusions qui en fait sont ambiguës et donc en fait elles ne permettent pas aux médecins dans la situation concrète d'arbitrer, soit parce qu'elles disent qu'il n'y a pas assez de preuves pour être sûr que, soit parce qu'elles disent c'est pour tel type de maladie et quand on est sur des polypathologies, on ne sait plus très bien à quel sein se vouer. Il y a aussi que les guidelines souvent ne sont pas directement envoyées de la HAS, on va dire, vers le médecin, mais elles sont médiées par des groupes de pairs qui vont les réinterpréter en disant, à mon avis, cette guideline, ça n'est pas très sérieuse, etc. Ou celle-là, je pense que là-dessus, ils ont raison, mais là-dessus, ils ont tort. Et puis, le dernier point, c'est que les guidelines ne constituent qu'un des éléments de la décision médicale et de l'expérience médicale. Et donc, souvent, j'ai repris cette formule, on oppose à la médecine des preuves les preuves de la médecine. Et donc, la médecine clinique qui dit, peut-être que c'est statistiquement fondé dans vos histoires, mais moi, mes patients, je constate que ce médicament marche ou marche pas, etc. Et puis, on a aussi des rapports à la prescription variable d'un pays à l'autre. Alors, je vous ai pris le cas non, c'est pas aux États-Unis, c'est aux Pays-Bas. C'est Sophia Rossmann, qui est une sociologue qui a étudié des consultations en France et aux Pays-Bas et qui montre que 65 des 90 consultations qu'elle a observées en France se sont terminées par une prescription contre seulement 10 des 60 consultations qu'elle a observées aux Pays-Bas. Alors on pourrait dire, oui, mais les Néerlandais, ils sont pas comme les Français. Alors je vais revenir là-dessus tout de suite. Et donc elle montre qu'en fait, il y a des logiques très différentes de rapport aux médicaments chez les médecins français et chez les médecins néerlandais. En gros, la
la logique qui est majoritaire aux Pays-Bas, c'est une logique de restriction, qui vise à maîtriser les dépenses de santé, respecter les recommandations de bonne pratique et responsabiliser les patients à leur traitement, alors qu'en France, elle a plutôt identifié une logique de réparation instantanée, où il s'agit d'entendre la plainte du patient, de le fidéliser dans un contexte où, à la fois, on peut le perdre pour un autre médecin, mais c'est aussi parfois pour construire une relation thérapeutique durable, pour valider la légitimité professionnelle, et puis surtout gérer la fatigue et la consultation difficile. Et moi, je dis souvent, la prescription, elle clôt la consultation, mais de deux façons. Elle la clôt au sens où, évidemment, ça se passe à la fin de la consultation, mais elle la clôt aussi au sens où il s'agit de mettre un terme à la consultation et de ne pas se débarrasser du patient, mais de dire, bon voilà, je vous ai écouté, ça fait 17 minutes, donc maintenant, on va passer à la fin de... Et c'est pour ça que je ne suis pas forcément convaincu par les logiciels d'aide à la prescription, mais je pourrais y revenir si vous voulez. Et donc, le bon usage médical du médicament, c'est un enjeu de légitimité et d'exercice professionnel. Alors, j'aurais pu faire une analyse similaire pour les pharmaciens, etc., mais le temps manque. Et donc, pour conclure, enfin, pour la troisième partie, c'est de dire, si les médecins néerlandais fonctionnent différemment des médecins français, c'est pas parce que, je sais pas, ils auraient une culture qui leur aurait appris depuis tout petit à être dans la restriction, là où les Français auraient appris depuis tout petit à réparer. C'est pour moi, ça renvoie vraiment à une organisation de notre système de santé. Et si je voulais être provocateur et aller au bout de ma logique, si vous me demandiez pourquoi il y a trop de médicaments en France, je vous dirais c'est parce que pendant 50 ans, les prix ont été trop bas. Alors, j'imagine que du côté du LEM, on ne me contredira pas, mais c'était un constat qui, dès les milieux des années 90, était très très clair, c'est que la France se situait certes en tête pour la consommation d'à peu près tous les médicaments, mais en fait, dans le peloton de queue pour les prix des médicaments. Et ça, en fait, c'est parce que, voilà, les industriels, pour trouver un chiffre d'affaires qui soit digne de ce nom, ont compensé ces faibles prix accordés par l'État par des volumes. Donc ça, c'est un des premiers problèmes. Le deuxième problème, c'est pourquoi y a-t-il aussi autant de médicaments en France et pourquoi il y a un aussi mauvais usage? C'est à cause de la médecine libérale, donc je vais me mettre à dos tour à tour tous les gens en face de moi. C'est mon objectif. Il y aura des questions. Hein. Ouais, il y aura des questions. Et en fait, alors, tous les points suivants, coordination, concurrence et organisation et valorisation des professionnels de santé, pour moi, ça renvoie à ce problème-là de l'organisation libérale de la médecine, mais on pourrait y rajouter la pharmacie. Qui est en fait que ce qu'a dit la ministre, si vous voulez faire de la prévention, si vous voulez écouter les patients qui se plaignent, etc., ça n'est pas possible, je parle pour les médecins généralistes, mais on pourrait en discuter aussi pour les pharmaciens, ça n'est pas possible dans le cadre d'un paiement à l'acte, où vous savez que pour que votre cabinet soit à peu près rentable, il faut que la consultation ne dépasse pas 20 minutes, et donc vous n'avez aucun temps pour mener des actions de prévention, sauf à titre, je dirais, comment dirais-je, de volontariat et de vraies causes, enfin je sais pas comment dire, mais si ça vous tient à cœur. Et donc en fait, tous les sujets autour de la question du bon usage du médicament, qui est l'information sur le médicament, la prévention autour des usages du médicament, pour moi, ils achoppent sur ce point de base qui est que tant qu'il n'y aura pas un temps dédié à ça, et donc un mode de rémunération qui permet d'avoir un temps dédié à ça, on n'y arrivera pas. Donc je suis un peu... Et l'autre enjeu sur la médecine libérale, moi, c'est pas sur la médecine libérale, c'est plutôt sur le cloisonnement des professionnels de santé. Ça a été dit, donc je vais pas y revenir. Mais très clairement, on a un problème en France de coordination. Donc là-dessus, je trouve que la tribune va vraiment dans le bon sens et va dans le sens aussi de ce que j'espère être le mouvement des pouvoirs publics. C'est-à-dire que, on le voit, il y a des problèmes de coordination entre ville et hôpital, entre médecins et pharmaciens, entre médecins, pharmaciens et patients, entre médecins, pharmaciens et infirmiers, entre patients et infirmiers, entre les patients et la famille. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, enfin ou jusqu'à récemment, le seul dispositif de coordination, c'était l'ordonnance. Et sur la substitution, on l'a bien vu, il y a eu un phénomène d'inversion du sens de l'information, puisque en fait le pharmacien en substituant, c'est lui qui décide du produit finalement dispensé, et donc c'était les médecins qui se mettaient en quête de savoir quel avait été le véritable médicament consommé par le patient, sachant qu'ils ne pouvaient pas s'appuyer sur ce qu'ils avaient prescrit eux. Donc il y a des vrais enjeux de coordination.
Et puis il y a des vrais enjeux de concurrence aussi, parce que, on le voit émerger très rapidement dès qu'on commence à poser la question du monopole pharmaceutique. On pourrait parler de la question de la vaccination, on pourrait parler de la question du renouvellement d'ordonnances, voilà, tout un tas de sujets, où en fait se pose la question du partage des tâches, et où le bon usage du médicament, il suppose qu'on travaille ensemble, et donc ça suppose aussi qu'on se mette d'accord sur qui fait quoi. Et puis ça c'est un autre problème, mais j'ai aussi vu ça, y compris à l'intérieur des professions. Donc on parle des médecins et les pharmaciens, mais à l'intérieur des médecins, il y a aussi des formes de concurrence pour la patientèle qui sont plus ou moins marquées selon qu'on est spécialiste ou généraliste, mais qui ont des conséquences aussi sur le temps qu'on va passer effectivement à expliquer aux patients le soin. Et puis aussi de comment on va le valoriser. Et puis le dernier point, je m'arrêterai là, c'est que le mode de rémunération à l'heure actuelle, que ce soit pour le pharmacien, même si on va de plus en plus vers une sortie d'un paiement uniquement à la boîte, ou du médecin, ne favorise pas les activités de prévention et d'information. L'exercice individuel en cabinet tout seul ne valorise pas les activités de formation, de prévention et d'information. Et puis, on a un nomadisme médical, c'était un peu le sens de votre remarque, qui ne favorise pas les activités de prévention et d'information, parce que quand le patient peut aller voir à peu près n'importe quel professionnel, ça devient extrêmement compliqué. Et ce que je vois sur la conciliation médicamenteuse à l'hôpital, c'est qu'ils ont du mal à se connecter avec la ville, mais ils ont ne serait-ce que du mal à trouver qui est le médecin traitant du patient, voir qui est le pharmacien qui a délivré l'ordonnance, et voir qu'est-ce qui a été délivré, dans quelles conditions. Et à l'hôpital, ils essayent de faire cette conciliation médicamenteuse, et on a juste commencé l'enquête, mais ce qui émerge, c'est que c'est extrêmement difficile pour ces raisons-là, qui est qu'on ne sait pas qui fait quoi, qui a fait quoi récemment, qui a été voir le patient. Donc la question du médecin traitant ou du pharmacien référent, de renforcer ces rôles-là, et donc finalement d'agir sur la liberté de circulation des patients. Et c'est un vrai enjeu aussi autour du bon usage. Donc voilà, je conclurai en vous remerciant vraiment pour m'avoir invité, et puis pour dire que je pense que voilà, le bon usage du médicament, c'est une façon d'interroger l'organisation de notre système de santé, et que c'est une bonne façon, je trouve, d'entrer dans ces questions-là, et qu'à travers cette question-là, on va en résoudre, je pense, beaucoup d'autres, si jamais vos préconisations sont aussi suivies d'effets. Merci beaucoup.